ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Comment décrisper l'ambiance sociopolitique et la crise anglophone au Cameroun? Un grand dialogue national sur la question s'est ouvert ce matin à Yaoundé. Décrispation également au Sénégal où Khalifa Sall hume l'ère de la liberté après une grâce du président Macky Sall. Ici aux États-Unis, le feuilleton de la procédure de destitution engagée par les députés démocrates contre Donald Trump se poursuit et la rhétorique s'enflamme. Bonsoir. Comment décrisper l'ambiance sociopolitique qui règne au Cameroun et notamment dans les deux régions anglophones? Eh bien, l'une des solutions, c'est peut-être le grand dialogue national ouvert ce lundi à Yaoundé par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, qui a proposé aux participants d'être de véritables artisans de la paix. Mais les principaux leaders sécessionnistes et politiques sont absents, à l'instar de Sissoko Ayuk-Tabé et ses partisans condamnés à vie le 20 août 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Également absent et détenu Maurice Kamto, le président du MRC. Néanmoins, John Frondi, président du SDF, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, a pris part à l'ouverture de ces assises, de même que d'autres acteurs de la société civile et de la classe politique, dont Cabral Libi, sorti troisième lors de la présidentielle de 2018. Les combats dans les zones anglophones du Cameroun ont déjà fait près de 3000 morts en 3 ans, selon certaines ONG. Le coup d'envoi du dialogue national a donc été donné ce jour à Yaoundé. Les travaux se déroulent jusqu'à vendredi. Pour en parler, retrouvons notre correspondant sur place, Emmanuel Jultap. Emmanuel Jultap, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous. Que peut-on retenir de la cérémonie d'ouverture de ce matin? On va dire qu'on peut retenir 2 choses. La présence de 30 jeunes présentés comme des ex-combattants dans les zones anglophones qui ont choisi de déposer les armes. Et puis la deuxième chose, c'est l'intervention du porte-parole de ces ex-combattants qui a expliqué pourquoi ils ont eu à prendre des armes. Il a évoqué la marginalisation des anglophones, le fait que les anglophones soient relégués au statut de citoyens de seconde zone et surtout le fort taux de chômage des jeunes en zone anglophone, y compris dans des régions où des sociétés sont installées mais dirigées par des francophones. Et à chaque occasion, il s'est posé une seule et même question, est-ce là être dans une même république? Emmanuel Jules, c'est tout de même un grand dialogue qui se déroule sans les leaders séparatistes anglophones. C'est une question qui a été abordée. L'absence des leaders séparatistes anglophones, si vous voulez, des chefs de groupes armés séparatistes anglophones, n'a pas été abordée, du moins officiellement. Mais dans les coulisses, tout le monde se pose bien la question de savoir comment est-ce que ce grand dialogue national peut aboutir à quelque chose, à une solution durable sans eux. Vous savez par exemple que 16 activistes anglophones basés à l'étranger avaient été invités, mais personne n'a été aperçu dans la salle aujourd'hui. Quant aux chefs politiques, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ils ont été condamnés à vie. Cela dit, le grand dialogue national va se poursuivre. Concrètement, comment les travaux seront-ils menés pour aboutir au consensus recherché sur la crise anglophone, par exemple? Après l'ouverture solennelle ce jour, il y a eu ce qu'on a appelé la grande session de grand débat. Et au cours de cette grande session de grand débat, il y a eu des temps de prise de parole, notamment une déclaration du leader du Social Democratic Front, M. John Frondi, qui a tout simplement demandé le retour au fédéralisme. Mais il y a également eu cette déclaration surprise du sultan Bonbo Njoya, considéré comme l'un des amis fidèles du président Biya, qui a dit, je cite, « L'un des problèmes actuels, c'est sans doute également celui de l'alternance politique au Cameroun. » Il a proposé par exemple que les mandats présidentiels soient limités à 2 ans, que l'élection présidentielle soit organisée à 2 tours. Après cela, il y aura de nombreuses discussions dans des commissions, puis il y aura une autre session vendredi au cours de laquelle il va falloir discuter surtout et notamment du communiqué final. Je suis arrivé. Emmanuel Jultap, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Cameroun.
Restons au Cameroun, voyons ce que pense le citoyen lambda de ce dialogue national convoqué, on le disait, par le président Paul Biya, propos recueillis par Emmanuel Juntap. Il faut que le dialogue proprement dit soit sincère, et soit sérieux, et soit conséquent, et soit profond. L'État a déjà la solution à ces problèmes-là. Maintenant, c'est de faire appel à ces jeunes, à ces personnes, de leur faire comprendre que non, le pays est avec vous, nous aussi nous sommes avec vous, nous soutenons. Pour moi, c'est une bonne aubaine. Parce que cette histoire, aujourd'hui, nous voici aux abois en pleurs de voir qu'il y a une division qui s'établit alors qu'il n'y a pas raison de la voir. Nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous frères. Je ne suis pas fier de voir que mon frère meurt dessus d'une quelconque raison qui n'a même pas de place. Que les 30 jeunes dites ex-combattants sont là, pour moi, ne me donne pas l'assurance qu'il y aurait fin de problèmes dans le Nozo, mais j'ai plutôt peur qu'il peut y avoir une continuité dans ce problème. Venez bien parler, c'est bien bon comprendre que eux, ils ont l'habitude. Quand je dis eux, ils ont l'habitude, ceux qui nous dirigent, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je dis bien ceux qui nous dirigent. Parce que ces 30 jeunes, il faut bien comprendre que c'est ceux que les chargés de mission sont allés avant les convaincre. Et ce n'est même pas sûr que c'est ceux qui sont dans les camps, qui sont dans les brousses. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce grand dialogue national au Cameroun ce soir. Atmosphère de décrispation politique également au Sénégal, 2 jours après la poignée de main entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. L'ancien maire de Dakar, Khalifa, est sorti de prison après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. En prison depuis 2017, il a purgé la moitié de sa peine de 5 ans pour escroquerie sur des deniers publics. Ses partisans n'ont pas caché leur joie dans les rues de Dakar. Le point avec Abdourahmane Dia. La nouvelle s'est vite répandue dans Dakar, qui, en l'espace de quelques heures, est passé d'un calme dominical habituel à une kermesse politique digne d'une campagne électorale. Des centaines de partisans de Khalifa Sall ont rallié la prison de Rebeuss pour être témoins de la libération de leur leader politique qui n'a pas pu prendre part à la présidentielle de février. C'est la joie et l'allégresse parce que le président des cœurs du Sénégal est sorti de prison. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs et nous, Dakarois, nous Sénégalais, nous serons toujours avec lui jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. Et très vite, l'ancien édile de la capitale sénégalaise et son cortège ont fait le tour de la ville jusque tard dans la soirée, drainant sur son passage une foule de partisans déchaînés. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. On n'attendait que ça, qu'il sorte par la grande porte. Il a été digne en prison, vraiment, parce que tout le monde connaît les conditions au niveau de la prison. Et il est resté digne jusque-là. À Dakar, plusieurs observateurs saluent la libération de Khalifa Sall comme un geste d'apaisement du président, mais notent qu'en s'offrant un bain de foule à travers la capitale, l'opposant montre qu'il est loin de prendre sa retraite politique. En Somalie, une base de l'armée américaine située au nord-ouest de Mogadiscio a été prise d'assaut par les islamistes Chebab. Ces derniers ont également attaqué un convoi militaire de l'Union européenne dans la capitale. Les 2 attaques, suivies d'explosions et d'échanges de coups de feu, ont été entendues dans une base américaine située à 100 km de Mogadiscio. Dans un communiqué, les Chebab disent avoir fait des dizaines de morts. Ce bilan a été démenti par l'armée qui dit n'avoir perdu aucun soldat. La mission américaine a confirmé l'attaque sans donner plus de précision. Attaque également au Mali où 2 postes de l'armée malienne donc, ont été visés, notamment ceux de Mondoro et de Boulkessi, proches de la frontière avec le Burkina Faso. Ils ont été visés aujourd'hui par des présumés djihadistes. C'est ce qu'indiquent du moins les forces armées maliennes. L'armée n'a pas donné plus de détails, mais des sources locales font état de 2 civils tués et 3 blessés lors de l'attaque de Mondoro.
Aucun bilan n'est encore disponible à la mi-journée pour l'attaque contre le camp de Boulkessi qui a été la cible des tirs d'obus selon un habitant. Suite à l'annonce ce mardi dernier par la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, d'une enquête qui pourrait aboutir à la destitution du président Donald Trump, les politiciens à Washington examinent des allégations sur les relations de Trump avec l'Ukraine et les activités commerciales de Hunter Biden, le fils de l'un des principaux candidats démocrates à la présidence, Joe Biden. Mike O'Sullivan nous indique dans ce reportage que la rhétorique s'enflamme à l'ouverture de l'enquête sur le président républicain menée par le Parti démocrate. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Une plainte de lanceur d'alerte à un employé du renseignement, selon le New York Times, évoque des inquiétudes concernant la conversation téléphonique de Trump en juillet et d'autres contacts de son administration avec Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Le président américain voudrait d'une nouvelle enquête sur les relations d'affaires du fils de Biden, Hunter, et sur le rôle de son père dans le limogeage d'un ancien procureur ukrainien. Il promet en échange de ces informations une aide militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien et son peuple ne sont pas stupides, pas plus que le peuple américain, et ils peuvent voir, comprendre et apprécier une manipulation au regard de ce qui s'est passé. Trump estime que sa conversation n'avait aucun lien avec l'aide américaine et qualifie l'enquête de chasse aux sorcières. La Maison-Blanche a publié une transcription qui confirme que le président a mentionné Biden et son fils lors de la conversation. Il a tout simplement voulu savoir si Biden avait utilisé son influence pour mettre fin à une enquête menée par le procureur ukrainien. L'appel était parfait. Le président de l'Ukraine a même déclaré qu'il n'y avait aucune pression exercée sur lui, aucune pression. Susceptible d'être appelé à témoigner, l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a tenu de multiples réunions avec des responsables ukrainiens, s'interroge sur les motivations du président démocrate de la commission du renseignement. Il a déjà préjugé l'affaire. Si nous voulons parler d'équité ici, nous devons mettre à la tête de cette commission quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Trump est le 4e président à faire face à une enquête de destitution. Il est peu probable que les deux chambres du Congrès s'accordent, puisque les républicains détiennent la majorité au Sénat, mais les audiences pourraient influer sur la présidentielle de 2020. Les derniers adieux de la France et même du monde à Jacques Chirac, c'était ce lundi. L'ancien président français a été inhumé dans la plus stricte intimité à Paris après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelques 80 personnalités étrangères dont Vladimir Poutine, l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, l'émir du Qatar Ahmad bin Khalifa Al Thani ou encore le président congolais Dédi Sassou Nguesso. Selon le souhait de son épouse, Bernadette, Jacques Chirac repose au cimetière du Montparnasse dans le caveau, autant pour moi, de leur fille aînée, Laurence, décédée en 2016. Le convoi funéraire transportant la dépouille de Jacques Chirac est arrivé lundi à la mi-journée à l'église Saint-Sulpice de Paris, sous les regards de quelques 2000 invités. La foule massée sur le parvis a applaudi à l'entrée du corps dans l'église. Et puis Abdullah, chef de l'exécutif afghan, a revendiqué ce lundi, lors d'une conférence de presse, la victoire à la présidentielle qui s'est déroulée samedi et qui l'opposait à son principal concurrent, à savoir le chef de l'État afghan, Ashraf Ghani. Nous avons le plus grand nombre de voix dans cette élection, a dit M. Abdullah, en affirmant qu'il n'y aura pas de deuxième tour. La commission électorale n'a pas encore annoncé les chiffres de participation au scrutin dont les résultats préliminaires doivent être rendus publics le 19 octobre. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Du sexe pour du poisson, pratique incroyable et pourtant vraie au Malawi, où de nombreuses femmes pauvres font tout pour joindre les deux bouts. Renvoyer un employé, une décision pas aussi facile que cela puisse paraître pour les chefs d'entreprise. Heureusement, une application pourrait désormais leur faciliter la tâche. En sport, championnat du monde d'athlétisme, fortune diverses pour les Africains. Aminatou Seni récalé aux 400 mètres. Zango et Talou médaillés de bronze. Perdre un emploi n'est pas du tout une bonne chose. Le perdre à plusieurs reprises le même jour semble cauchemardesque. Préparez-vous à avoir pitié d'un homme qui n'existe pas. Arash Arabazadi, journaliste de la VOA, nous connecte avec une réalité alternative créée pour aider les gestionnaires à perfectionner leurs compétences pour effectuer une tâche désagréable mais parfois nécessaire. Explication, Irénée Herman Umbo. Voici Barry. Salut, merci d'être venu. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Tu as bonne mine, nouvelle coiffure, n'est-ce pas? La journée de Barry prendra bientôt une tournure désagréable. Je me sens stressé déjà car j'ai de mauvaises nouvelles. Eh bien, ça a l'air officiel. Allez-y. Votre attitude ne m'a laissé aucun autre choix que de mettre un terme à votre emploi. Barry n'est pas une personne physique réelle, mais plutôt une simulation de la réalité. Donc vous voyez, Justin utilise juste sa voix pour interagir avec les logiciels. Kyle Jackson est le PDG de Talespin, une société qui réalise des simulations de réalité virtuelle. Dans cette démonstration, il y a clairement des mauvaises décisions et quand elles sont prises, les choses peuvent mal tourner. Barry commence ici à être vraiment bouleversé et les gens deviennent vraiment mal à l'aise. Jackson indique que les mains des stagiaires sont en sueur, certains commencent à pleurer, d'autres enlèvent le micro-casque. C'est pour lui tout l'intérêt de cette simulation. C'est que ce sont des conversations difficiles, ce sont des choses que nous ne sommes pas naturellement doués à faire. Donc, nous avons vraiment besoin du réalisme pour y arriver. Eh bien, je ne l'ai pas vu venir. Talespin a scanné une personne réelle pour créer Barry et l'a animé avec des moteurs de jeux vidéo. Il n'est que l'un des cours de formation en réalité virtuelle de la société basée à Los Angeles. Parlons à présent de sexe et de poissons. Et puis, ça se passe donc au Malawi. La pauvreté et les pénuries alimentaires sont des problèmes chroniques dus à la diminution des prises de poissons. Les femmes dans le besoin ont parfois recours aux rapports sexuels avec des pêcheurs pour joindre les deux bouts. Lamek Bassina nous a livré ce reportage de la ville de Mangochi. C'est un récit signé Salwa Jafari. Mangushi est une petite ville nichée entre le lac Malawi et le lac Malombe. Dès les premières lueurs du jour, les femmes convergent vers la plage pour accueillir les pêcheurs. Le bruit court que beaucoup d'entre elles se prostituent en échange de quelques poissons. La plupart des pêcheurs se rendent au lac avec pour but de trouver des femmes. Mais ces relations ne durent pas et elles ne font que poser des problèmes aux villageoises. Le sexe pour le poisson, ou fish for sex, est un phénomène réel, commun dans de nombreux pays en développement. Les femmes commerçantes sont souvent contraintes à avoir des relations sexuelles avec les pêcheurs qui les approvisionnent. Par exemple, j'ai $3 ou 2000 kwacha dans la poche. Je dois me rendre au lac pour acheter du poisson. Et là, un pêcheur m'offre du poisson gratuitement. Compte tenu du fait que je n'ai pas mangé la nuit dernière, mon enfant non plus, j'accepte son offre.
Une offre empoisonnée que ces femmes démunies ont du mal à rejeter. Si la prévalence de l'infection par le VIH augmente dans notre région, c'est en grande partie à cause des pêcheurs. Les femmes sont trop désespérées pour refuser le poisson. Les femmes tombent souvent enceintes. Les pêcheurs rejettent cette responsabilité, les laissant se débattre toutes seules pour prendre soin des bébés. Bien que les relations sexuelles transactionnelles entre les femmes commerçantes et les pêcheurs du lac Malawi soient monnaie courante, la stigmatisation et la discrimination rendent difficile l'identification de ceux qui en sont à l'origine. Je fais de mon mieux pour travailler à la pièce afin d'amasser des fonds pour acheter du poisson, parce que j'ai peur. Si je fais cela, je peux contracter le VIH. Et si je contracte le VIH, je ne pourrai plus nourrir mes enfants, car je prends soin d'eux toute seule. Les pêcheurs avec lesquels nous avons parlé nient toute implication. Nous ne faisons pas ça. Si une femme n'a pas assez d'argent pour acheter du poisson, nous ne lui demandons rien. Je viens au lac pour nourrir ma famille. De telles tendances sont plus courantes chez les célibataires. Ce sont eux qui s'adonnent à cette pratique. Cependant, diverses recherches montrent que le sexe pour le poisson au Malawi est plus répandu entre le mois de décembre et mars, car le pays est gravement touché par les pénuries alimentaires à cette époque. Pour enrayer le problème, les chefs de communauté ont mis en place des initiatives d'autonomisation économique pour s'assurer que les femmes disposent de leurs propres sources de revenus, au lieu de proposer des services sexuels aux pêcheurs. Nous avons donné aux femmes le pouvoir de former des groupes afin qu'elles puissent commencer à s'octroyer des prêts entre elles pour créer des entreprises. En agissant de la sorte, nous nous assurons que les femmes sont indépendantes et ont assez de moyens pour se défendre et refuser les avances des hommes. YouthNet and Council, une ONG locale qui travaille à lutter contre la propagation de l'infection par le VIH au Malawi, a fait observer que malgré une sensibilisation accrue, les pêcheurs du lac Chilois font la queue pour le sexe. Les rapports indiquent que les pêcheurs offriraient d'avoir des relations sexuelles avec une femme en échange de 15 douzaines de poissons si aucun préservatif n'est utilisé, 3 douzaines dans le cas contraire. Ils font de la queue pour les médailles et c'est au Qatar que ça se passe. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, direction donc Doha au Qatar pour commencer avec des nouvelles des championnats du monde d'athlétisme. La Nigériane Aminatou Seyni a été privée du 400 mètres, la spécialiste africaine de l'épreuve où elle détient le record de la saison, troisième temps disons, n'a pas pu s'aligner sur le tour de piste à cause du nouveau règlement sur les athlètes hyperandrogènes. Oui, on m'a interdit de participer aux 400 mètres, a déclaré Aminatou Seyni, après avoir couru les séries de 200 mètres. Depuis mai, un nouveau règlement de l'I2AF demande aux athlètes féminines hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testostérone pour pouvoir concourir sur les distances allant du 400 mètres au 1000. Athlétisme, toujours, Marie-Josée Talou doit mettre un terme à ces mondiaux. L'Ivoirienne a déclaré forfait sur le 200 mètres et d'après sa fédération, elle a terminé les 100 mètres hier avec un genou droit douloureux et en accord avec son kinésithérapeute. Elle a décidé de renoncer aux 200 mètres. Talou a décroché le bronze en 10 secondes 90 derrière la Jamaïcaine. Fraser Price, 10 secondes 71, meilleure performance de l'année. Et la Britannique Dina H. Smith, deuxième avec un record national 10,83. L'autre Ivoirienne Muriel Aouré a terminé à la 5e place de la finale avec 11,02. Au triple saut, Fabrice Zango est entré dans l'histoire. Il est devenu le premier Burkinabé médaillé au championnat du monde d'athlétisme avec un bond de 17,66 m, un record sur le continent qui attendait cela depuis 36 ans. Fabrice Zango a fini 3e derrière les Américains Christian Taylor en or avec 17,97 m et Clay 17,74 m. C'est un grand soulagement pour le champion d'Afrique des récents Jeux africains Maroc 2019. Un gros soulagement déjà parce que vu que je sautais avant le Portugais qui pouvait répondre justement à mon saut, donc il y avait encore cette anxiété. Et lorsqu'il n'a pas pu répondre au saut, moi c'est d'abord le sentiment de soulagement et ensuite de la joie forcément parce que j'écris
et une des plus belles pages de l'histoire du sport de mon pays. Et justement, moi, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie vraiment immense. En football, le gouvernement centrafricain est finalement d'accord avec le choix de François Zawi. Le technicien ivoirien peut entamer sa mission à la tête des Fauves en attendant un contrat officiel. Les choses sont rentrées dans l'ordre après un entretien entre Célestin Yanidji, président par intérim de la Fédération centrafricaine de football, et Régis Lionel Dounda, ministre des Sports. Ce dernier s'était plaint de ne pas avoir été consulté au préalable sur le choix de l'Ivoirien. François Zawi commencera avec un statut d'intérimaire. En novembre prochain, ses résultats contre le Burundi et la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2021 devraient conditionner son contrat. Merci, voilà, Yacouba. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Voilà, on se retrouve donc demain. Après New York et Londres, Paris a présenté ses collections d'été pendant la Fashion Week. En marge de cet événement, le week-end dernier, la créatrice sénégalaise Adama Paris a fait son grand comeback dans la capitale française après 3 ans d'absence pour un show rebaptisé Black Fashion Experience. Et Kiabadou y était. Voici son reportage rendu ici par Michel Joseph. Après 3 ans d'absence, Adama Paris est de retour dans un nouveau lieu de la capitale et non des moins surprenants, un cirque parisien. On a évolué pendant ces 3 ans, on a envie d'exister par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et effectivement, on a envie de montrer une mode qui nous ressemble et qui rassemble. D'où aussi notre slogan, ce n'est pas une question de couleur, mais une question de culture. 2 soirées de défilé se sont succédées avec des créateurs toujours plus empreints d'audace, de créativité. Michael Kamdem, directeur de publication de Roots Magazine. Et voilà, je suis parisien, originaire du Cameroun. Le cirque, c'est un endroit qu'on n'attendait pas. Il y a eu de belles choses, notamment le passage d'Adama qui est incroyable avec l'entrée avec ce cheval. Vraiment, en tant que personne du milieu, j'ai été éblouie par le stylisme, par les couleurs et le professionnalisme et aussi l'originalité du show. Une autre manière de montrer que les créateurs n'attendent plus d'être invités sur les podiums des Fashion Weeks classiques pour s'exprimer. Une fois de plus, j'ai été tellement ravie d'être ici. On n'a pas arrêté. Il y a eu de la créativité, de la folie, de la féerie. C'était dingue. Ainsi, Adama Paris a proposé une collection digne de la haute couture, avec beaucoup d'organza, avec des paillettes perles, le tout fait à la main. D'autres matières nobles, comme le tulle ou des matières matelassées, ont aussi été utilisées. Et le public conquis sera sans nul doute présent à la prochaine édition. Fin de ce journal. Demain est un autre jour. Bonsoir.